RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi partout au Sénégal, 12h également en temps universel. Bienvenue dans le grand journal de la RFM. À la une de l'actualité, une altercation mortelle entre Baye Fall en patrouille et trafiquants présumés de chanvre indien. Le drame s'est produit la nuit dernière à Touba. Les détails dans un instant. Tentative avortée d'émigration clandestine et pirogue échouée à Gadaï il y a quelques jours. Une centaine de rescapés aux mains de la police. Pour endiguer le phénomène, l'État lance une grande offensive et puis l'Europe durcit le ton contre les migrants irréguliers. L'Italie va les déporter vers l'Albanie. La grosse déception du SAES après la rencontre avec le ministre de l'Enseignement supérieur. À suivre également le dossier politique de ce journal sur une nouvelle coalition formée par une trentaine de candidats à la candidature pour battre le pouvoir à la prochaine élection présidentielle. Dans notre rubrique Point de vue, nous reviendrons sur le retrait de la société BP du projet Yakar Teranga. À la mise en onde, Abdoulaye Diop. Souleymane Niang. Ce drame survenu donc la nuit dernière à Touba, un Baye Fall a été tué par balle lors d'une opération de routine pour le respect de la sacralité de la ville sainte. Le drame a eu lieu au quartier Firdausi. On dénombre également 4 blessés, un par balle et les autres par arme blanche. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. Papa Balagay. Un Baye Fall tué atteint par balle à la poitrine et 4 autres blessés dont un par balle et les 3 autres à l'arme blanche. C'est le bilan des affrontements entre présumés vendeurs de cigarettes et chanvre indiens au quartier Firdausi de Touba et des Baye Fall. Selon les premières informations, dans une opération de veille au respect de la sacralité de la ville sainte, l'un des Baye Fall a infiltré le réseau avant d'informer la troupe qui opérait discrètement dans les environs. Au cours de l'intervention, d'après toujours nos sources, sentant l'étau se resserrer, l'un des jeunes a dégainé et abattu froidement le nommé M. Niang, qui serait âgé de 35 ans. Dans la foulée, un autre Baye Fall blessé par balle et les 3 autres du côté adverse blessés à l'arme blanche, de surcroît des Peuls selon nos sources, ont été évacués à l'hôpital Madlaboul Fawzeni pour les premiers soins. Les forces de défense et de sécurité informées ont vite rappliqué pour rétablir l'ordre à coups de grenades lacrymogènes avant de procéder à plusieurs arrestations, notamment une douzaine, et les autres en fuite. Nos tentatives d'entrer en contact avec le porte-parole des Baye Fall sont jusque-là restées vaines et la gendarmerie a ouvert une enquête pour élucider cette affaire qui défraie la chronique dans la ville sainte de Touba. Papa Balagay, Touba, Radio Futur Média. À Tambacounda, le tribunal de grande instance a condamné ce matin Ismaïla Diallo, un berger, à 4 ans de prison ferme. Ce dernier devra également verser une amende de 25 millions de francs CFA, des dommages et intérêts à Adamangom, sa victime. Lui aussi berger, il lui avait sectionné la main droite au cours d'une altercation à l'abreuvoir situé au village de Malé, dans la commune de Koussanar. Tentative d'émigration clandestine ratée. 87 personnes sont rescapées du bateau qui a échoué il y a 2 jours à Gadaï, dans la banlieue de Dakar. D'autres ont réussi à prendre la fuite, mais au total, la police a réussi à appréhender une vingtaine de candidats, une centaine pour les entendre dans les différents commissariats de la banlieue. En même temps, le dispositif de la Marine nationale est toujours en alerte malgré le mauvais temps. Anna Rocha. C'est lundi dernier que la Marine nationale a reçu l'alerte d'une pirogue transportant des migrants et abandonnée par son capitaine. Le patrouilleur de la Marine nationale sénégalaise a localisé l'embarcation en question près de la plage de Gadaï. 6 personnes ont été secourues en mer, mais la mer était tellement agitée que la pirogue a chaviré près de la berge. Le bilan fourni par la Marine nationale toujours fait état donc de 87 rescapés et de 2 morts, une femme et un homme retrouvés à quelques mètres de l'embarcation, balayés par les vagues. La police de Wakhinane Nimzatt est chargée de mener l'enquête. Si certains migrants clandestins ont réussi à prendre la fuite, d'autres ont été appréhendés. Jusqu'à hier soir, 33 candidats à l'immigration clandestine étaient au poste de Wakhinane Nimzatt, 49 à la police centrale de Guédiawaye et une vingtaine à la police de Golfe.
Golfe. Selon plusieurs sources, l'embarcation avait quitté le quai de pêche de Bargny avec près de 200 passagers à bord à destination de l'Espagne. Cependant, ils n'ont pas réussi à franchir les côtes mauritaniennes à cause d'une forte houle qui a endommagé la coque de la pirogue. Avec la baisse des températures, les conditions climatiques ne sont plus du tout favorables au départ en mer. D'ailleurs, la Marine nationale sénégalaise ne procède plus qu'à des opérations de sauvetage. Mais depuis le mois de mai, plus de 7000 migrants clandestins ont été arrêtés au Sénégal et plus de 60 navires arraisonnés dans les eaux sénégalaises. Et pour arrêter cette vague migratoire, le ministre de la Jeunesse annonce une grande offensive contre l'immigration clandestine. C'est un programme de l'État. Le phénomène, selon Pape Malick Ndour, est devenu une préoccupation nationale. Il demande particulièrement à l'opposition d'assumer sa part de responsabilité dans ce fléau. Pape Malick Ndour annonce dans la foulée que l'État a créé plus de 66 000 emplois pour les jeunes. Le ministre de la Jeunesse participait à un comité régional de développement à Kaolack sur le sujet. Fatou Mbow. Le ministre de la Jeunesse exprime sa préoccupation concernant la situation actuelle de la migration irrégulière. Pape Malick Ndour plaide en faveur d'une sensibilisation sur les programmes mis en place par l'État du Sénégal. Donc au-delà des procès contre les politiques publiques et contre l'État, il est essentiel de faire preuve de décence et que chaque vie perdue est une tragédie. Nous devons donc aborder cette question avec beaucoup d'empathie. D'ailleurs, le ministre souligne que la grande offensive contre l'immigration irrégulière est un nouveau programme du ministère de la Jeunesse visant à élaborer une réponse appropriée. Dans ce programme, effectivement, il sera question de relever les défis de la mobilisation citoyenne et de la promotion des opportunités de formation et d'emploi. Nous appelons tout le monde à se joindre à nous pour qu'ensemble, nous puissions faire face à ce phénomène. Cependant, le ministre Pape Malick Ndour met en avant le fait que plus de 66 000 emplois ont été créés, ce qui représente un taux de 102%. À ce jour, il faut noter que dans le domaine du recrutement spécial, 66 243 emplois ont été effectivement créés. Donc l'objectif a été atteint et même dépassé. Mais évidemment, il reste encore des efforts à faire. Et l'État s'engage à continuer à fournir des efforts pour aider les jeunes. Face à la situation chaotique de l'immigration, le ministre encourage les citoyens, l'opposition et les leaders d'opinion à contribuer à la résolution de ce phénomène dans le but de favoriser le développement du Sénégal. Fatou Mbow, Kaolack, Radio Futur Média. Et puis, face à l'afflux inédit de migrants, l'Union européenne durcit le ton. L'Italie va déporter vers l'Albanie des sans-papiers sauvés en mer. 2 centres d'accueil seront construits dans ce pays par l'Italie. Au même moment, en France, le Sénat a adopté la suppression de l'aide médicale d'État réservée aux sans-papiers. Ces derniers seront désormais pris en charge gratuitement, uniquement en cas d'urgence. Famadion. L'accord entre l'Italie et l'Albanie a été signé ce lundi 6 novembre. L'Albanie, État non membre de l'Union européenne, demeure un des pays les plus pauvres d'Europe. Ainsi, en mi-2024, l'Italie va ouvrir 2 centres dans ce pays, des centres qui auront une capacité d'accueil de 39 000 migrants par an, selon les prévisions. Selon le document, les 2 centres vont permettre de mener rapidement les procédures de traitement des demandes d'asile ou les éventuels rapatriements. L'Italie justifie cet accord par l'absence de soutien de la part de l'Union européenne face à la vague de migrants qui déferle sur ses côtes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis janvier 2023, 145 000 migrants sont arrivés en Italie via la mer, alors qu'en 2022, à la même période, il y avait 88 000 migrants. Un chiffre qui donc va bientôt doubler. Cependant, les autorités italiennes renseignent que les mineurs, les femmes enceintes et les personnes vulnérables ne sont pas concernés par l'accord. Au moment où l'Italie concrétisait cet accord, en France, le Sénat a adopté hier la suppression de l'aide médicale d'État réservée aux sans-papiers. Cette aide est désormais transformée en aide médicale d'urgence. Si cette décision prise par le Sénat français entre en vigueur, l'aide sera recentrée sur la prise en charge des maladies graves, ce qui va réduire le panier de soins accordé à quelques 400 000 bénéficiaires sans papier. RFM, la radio de toute l'actualité. Lutte contre la corruption au Sénégal, l'OFNAC a ouvert ce matin une session de formation destinée à plus de 50 volontaires. 50 volontaires engagés. L'Office national de la lutte contre la fraude et la corruption veut ainsi s'appuyer sur la sensibilisation
pour mieux lutter contre ce fléau qui gangrène l'économie nationale. Babacar Ba, vice-président de l'OFNAC au micro de Boubacar Dian. Nous estimons au niveau de l'OFNAC que la lutte contre la corruption est une affaire de tout le monde. La lutte contre la corruption interpelle chaque citoyen sénégalais. D'ailleurs, c'est ce que l'OFNAC a compris très tôt depuis sa création et a développé une stratégie qu'on appelle la stratégie du faire avec, qui consiste aujourd'hui à s'appuyer sur des personnes extérieures, communément appelées volontaires engagés ou collaborateurs extérieurs. Et ces personnes vont nous permettre à mieux faire passer le message. Donc c'est des relais qui vont faire un travail de sensibilisation. Parce que j'ai l'habitude de dire également que la lutte contre la corruption s'appuie sur 2 leviers. La répression, mais également la prévention. Et l'OFNAC met un cachet particulier sur la prévention parce que si aujourd'hui on réussit la prévention, on aura réussi 90% de notre mission. Donc aujourd'hui, nous avons organisé cet atelier pour former ces volontaires engagés et ces personnes et les collaborateurs extérieurs pour les outiller davantage pour que, voilà, dans leur mission, pour qu'il y ait en tout cas les outils nécessaires pour mieux faire face à ce fléau qui aujourd'hui impacte de manière négative sur notre économie. On était en train de réfléchir sur la création des modules qu'on va essayer d'insérer dans le système éducatif pour, dès le bas âge, que les enfants aient en tout cas les notions de base qui leur permettra aujourd'hui de prévenir la corruption. Rencontre entre le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Moussa Baldé, et le syndicat autonome de l'enseignement supérieur SAES, c'était hier. C'est la déception totale du côté du SAES, selon le secrétaire général David Célestin Faye. Aucune avancée n'est notée. L'autorité serait restée évasive sur les questions majeures à l'origine de la grève de 48 heures qui a été décrétée le lundi par le syndicat. Le SAES dégage toute responsabilité en cas d'année blanche. Voici David Célestin Faye avec Koumba Sandiane Faye. Il n'y a eu rien de nouveau, on s'y attendait. La seule chose qui l'intéresse, c'est en fait la levée du mot d'ordre. Alors que nous, ce que nous intéressons aujourd'hui, c'est le respect de la parole donnée. Les engagements que le gouvernement a pris avec le syndicat, qu'ils soient respectés. Mais aussi, ce que nous demandons, c'est la sécurisation et la réouverture des universités immédiatement pour sauver l'année 2022-2023. Donc, il n'y a que cela qui nous intéresse. Maintenant, l'enseignement à distance tel que c'est décrit, c'est une tromperie, c'est une déception totale et ça montre qu'en fait, le ministre est dépassé par la situation. Donc, nous avons une réunion du Bureau national ce vendredi à Thiès, une conférence nationale des sections, le samedi à Thiès toujours, pour évaluer et voir la suite à donner. Et par rapport à cette actualité qui est l'ouverture des universités, quelle a été exactement la position du ministre? Mais nous n'avons pas de réponse concrète. Donc c'est une tergiversation depuis le début. Ce n'est pas à nous de prouver qu'il y aura la sécurité. Ce que nous demandons, qui est la sécurisation. L'État a les moyens de garantir la sécurité des uns et des autres. Ce que nous demandons, c'est la sécurisation et la réouverture des universités pour que l'on puisse sauver l'année. L'alerte que nous lançons, c'est que nous sommes en train de perdre l'année 2022-23. Nous avons déjà perdu assez de temps comme ça. Il faudrait que l'on puisse réouvrir immédiatement. Donc je pense que c'est une question de bon sens. Nous sommes ouverts à toutes les discussions, mais je pense que ce ministre, en fait, il n'y a aucune réponse concrète par rapport aux questions qui lui sont posées. Donc c'est toujours les mêmes mots, les mêmes termes pour arriver au même résultat finalement. À 12h, un peu plus de 13 minutes, venons-en à notre dossier politique du jour. FIT. C'est le nom, si le nom ne vous dit rien, sachez que c'est la nouvelle coalition créée par l'opposition pour s'opposer au régime du président Sall. Elle regroupe une trentaine de candidats à la candidature pour la présidentielle de 2024, mais ses initiateurs excluent d'emblée Khalifa Ababacar Sall et le Parti démocratique sénégalais. Quelles sont les chances de cette coalition de s'en sortir à la présidentielle 2024? Réponse avec Mohamed Ali Mouba. Sur le principe que l'opposition sénégalaise s'organise autour d'une même plateforme pour faire face au régime du président Sall est forcément bon. Bien pour la dynamique démocratique. Hassan Samb, journaliste, analyste politique. Souhaitable que l'opposition s'organise davantage autour d'une plateforme unique, ne serait-ce que dans la perspective d'un second tour. FIT est porté par une trentaine de candidats de l'opposition dite radicale. Khalifa Sall et PDS sont d'emblée écartés. Pour le journaliste Babacar Dione, analyste politique, c'est Yewwi bis. C'est un peu une continuité de Yewwi. Parce qu'on le sent, Yewwi est en train de battre l'aile. Parce que Yewwi sans Khalifa Sall, sans quand même Ousmane Sonko, qui est emprisonné, il ne représente plus beaucoup de choses. Si on voit donc tous ceux qui dirigent Yewwi, à part le PUR, qu'on peut dire c'est représentatif, le parti PUR, les autres, on ne connaît pas assez de représentativité. Donc je crois que c'était important à un moment donné de donner un coup de fouet
s'avouer à cette lutte contre Macky Sall et donc créer une autre alliance. Fuite qui risque de s'aliéner une bonne partie de l'opposition. À l'absence d'Ousmane Sonko mis en prison, la mayonnaise risque de ne pas prendre. Hassan Samb, journaliste, analyste politique. Cette coalition pourrait partir avec les mêmes faiblesses de Yewwi Askan Wi, en essayant bien sûr d'exclure certaines franges de l'opposition, ce qui créerait une suspicion et laquelle sera préjudiciable certainement pour effectivement la crédibilité du mouvement. Ça, c'est le premier aspect. Il ne fallait pas exclure quelqu'un, il fallait essayer de ratisser le plus largement possible. L'autre aspect, l'autre faiblesse qu'on pourrait redouter, c'est qu'effectivement, cette nouvelle coalition hérite des mêmes faiblesses qu'il y a eu à Askan Wi. En manquant de leadership, parce que sans Ousmane Sonko, on a senti une opposition qui a manqué un peu de leader, qui un peu servirait, si vous voulez, de locomotive, pour un peu traîner les wagons. L'absence de leadership réel dans l'opposition à quelques mois seulement de la présidentielle. Macky Sall ne se représente pas, mais il a son candidat. Et son candidat, c'est Amadou Ba. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. À Louga, les habitants de Cogne 1 et de Cogne 2 souffrent de tous les maux. Ils font face à une absence de postes de santé digne de ce nom, d'eau potable, d'électricité, entre autres manquements. Les populations de ces villages situés dans la commune de Léona, dans le département de Louga, crient au secours. Reportage Nafissatou Ndiaye. L'absence d'infrastructures de base, notamment des écoles publiques, postes de santé, entre autres, constitue le principal calvaire des habitants de Cogne 1. Maria Masso, résidente de ce village situé dans la commune de Léona, s'en désole. Nous n'avons rien ici. La seule école primaire qui ne contenait que 2 classes est fermée. À cela s'ajoutent les mariages précoces. La santé aussi, elle fait défaut. Les femmes qui doivent accoucher montent sur des charrettes et parcourent plus de 5 km. Et concernant l'eau, nous pouvons rester des mois sans même apercevoir une goutte. Et ce sont les femmes qui subissent le plus les conséquences de ces manquements, selon Elaj Sow, habitant de Cogne 1. Ici, les jeunes n'ont pas d'emploi. Les femmes font d'énormes efforts pour avoir de l'eau. En plus, pilent le mil manuellement, ce qui n'existe plus dans plusieurs localités du pays. Nous, les agriculteurs, nous ne nous frottons pas les mains comme il se doit car nous n'avons pas de machines agricoles. À quelques jets de pierre de là, Cogne 2. Ici également, les habitants vivent les mêmes problèmes. Nous ne disposons pas d'école, encore moins de postes de santé. L'accès à l'eau est difficile car nous avons un seul forage qui polarise plus de 25 villages. L'accès à l'électricité, n'en parlons même pas. Nous n'avons que des solaires. Mais n'empêche, les agresseurs nous terrorisent la nuit. Outre ces préoccupations, la construction des pistes de production est une demande de ces populations qui s'activent dans le maraîchage. Nafissatou Ndiaye, Léona, Radio Futur Média. À Thiès, les habitants du quartier Grand Thiès ont fait face à la presse pour dénoncer l'état de délabrement avancé du poste de santé El Hadj Mahamadan Gaye. Le taux de fréquentation de la structure sanitaire a d'ailleurs chuté. Cherante Diop a assisté à la conférence de presse. C'est lors de cette activité de circoncision que le comité de développement sanitaire du poste de santé de Grand Thiès, les populations et les personnels de santé se sont exprimés pour manifester leur colère. Le poste de santé est dans un état de délabrement très avancé. Les bâtiments menacent ruine. Adia Virginie Koumbatine, la trésorière CDS du poste de santé de Grand Thiès. Lancé moi cri de cœur les années 80 bataille poste bi ku fi dëkk xam nga né Grand Thiès amul santé. Nous lançons un cri de cœur. Ce poste de santé a été construit en 1880. Le poste de santé ne répond plus aux normes sanitaires. Le plafond est défectueux. Vous l'avez même constaté. Poste bi ci kaw day senn plafond bi gis ngeen ni mu mel. Wa population Grand Thiès joy nañ ko ba sonn té du sotti. Cette dame appelle la population de Grand Thiès dans toutes ses composantes à se joindre au comité de développement sanitaire pour relever le défi qui lui a été lancé. Képp ku ci mëna japp mën ñoo tabaxal. Il faut nous aider. Le terrain est très vaste.
On peut même construire de nouveaux locaux. La coordination médicale de Grand Thiès a initié ses activités de circoncision pour venir en aide aux parents démunis. Dr Cheikh Sadibou Diop est le responsable de la coordination médicale de Otunjoba. Nonobstant cela également, dédions à ces enfants des médicaments qui leur permettront de guérir très rapidement donc de la circoncision. 100 enfants issus du quartier de Grand Thiès, âgés entre 5 et 10 ans, ont été circoncis. Le poste de santé de Grand Thiès avait refusé. Du Monde, RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détié Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Au Mali, plusieurs morts dans des frappes aériennes à Kidal. Les victimes sont des civils, dont des enfants, dans ce bastion de la rébellion Touareg. Les frappes sont imputées à l'armée malienne. Le cadre stratégique permanent, une alliance de groupes armés à dominante Touareg, a fait état dans un communiqué de 14 morts, dont 8 enfants regroupés devant une école et 6 notables tués, selon le CSP, par des drones de fabrication turque de l'armée malienne. Les actes de guerre de mardi les plus meurtriers à Kidal, même depuis que la rébellion Touareg a repris les hostilités avec l'État en août, confirment les craintes d'une confrontation à laquelle les quelques dizaines de milliers d'habitants de la ville, foyer historique des insurrections indépendantistes et carrefour sur la route de l'Algérie, se préparent depuis quelque temps. Des frappes aériennes de l'armée malienne ont fait plusieurs morts, dont des enfants, selon des résidents, mardi à Kidal. Possible préfiguration de la bataille à venir pour ce bastion de la rébellion Touareg et enjeu majeur de la souveraineté pour l'État central. L'armée malienne a confirmé sur les réseaux sociaux avoir procédé à des frappes, mais a assuré avoir visé des cibles terroristes dans l'ancien camp de la mission de l'ONU et avoir neutralisé plusieurs pick-up. Elle a appelé la population à ne pas céder à la propagande des terroristes visant à ternir la réputation des forces armées maliennes. Il y a de nombreux blessés à l'hôpital, selon un agent de santé. Une vidéo consultée par l'AFP montre 6 dépouilles allongées les unes auprès des autres. L'armée avait déjà indiqué samedi avoir neutralisé la veille avec ses moyens aériens un certain nombre de cibles qui préparaient des opérations à l'intérieur du camp récemment évacué par la MINUSMA. Les inondations en Somalie, le dernier bilan fait état de 29 morts. Plus de 300 000 personnes ont fui leur foyer à la suite des fortes pluies notées en Afrique de l'Est. Au Kenya voisin, les inondations ont tué au moins 15 personnes. La décrispation politico-Tchad suite aux accords de Kinshasa, accord entre l'opposant Succès Masra et le régime militaire. Le groupe d'initiative pour une médiation à l'africaine félicite le facilitateur, le président congolais Félix Tshisekedi, et parle de succès éclatant dans la résolution de la crise. Le JIMA qui salue aussi le patriotisme des acteurs. Le président du JIMA, Maodo Malik Mbaye, que je vous propose d'écouter. Ce qui nous intéresse, nous, et que nous saluons, ce qui nous a plus épaté, nous, membres du JIMA, donc du groupe d'initiative pour une médiation à l'africaine, qui avons comme credo des solutions africaines aux crises africaines, c'est que voilà une crise qui a été résolue après, en tout cas, un moment très sanglant de la vie politique du Tchad par une initiative africaine, portée par des Africains et réussie par des Africains, notamment le président Félix Tshisekedi, médiateur désigné de la CEAC, communauté des États économiques des États de l'Afrique centrale, dans la crise intertchadienne. Et aujourd'hui, voilà que après même un coup d'État, après des événements sanglants, les enfants, les filles, les fils d'un pays se parlent, se retrouvent et trouvent une solution par rapport à l'essentiel. Et les Tchadiens ont fini de comprendre qu'on n'a pas besoin de tirer encore sur une corde raide. Et je pense que c'est un exemple à donner un peu partout pour que les filles et les fils d'un pays puissent se parler et trouver des solutions pendant qu'il est temps, au lieu de se parler après avoir vu le sang gicler dans la rue.
En France, l'ancien président Nicolas Sarkozy est à nouveau devant les juges. Cette fois, c'est pour le procès en appel du financement illégal de sa campagne présidentielle en 2012 en première instance en 2021. L'ancien président avait écopé d'1 an de prison ferme. Le procès s'ouvre ce mercredi et va se poursuivre jusqu'au 30 novembre. La guerre au Proche-Orient pour terminer. Le ministre de la Santé du Hamas annonce que le bilan des bombardements dans la bande de Gaza a atteint les 10 569 morts, dont 4 324 enfants depuis le début de la guerre. Plus de 1400 Israéliens ont été tués, dont 341 soldats. Et l'armée israélienne fait état de 240 personnes retenues en otage par le Hamas. Hier, le ministre israélien de la Défense a affirmé que l'armée israélienne se trouve au cœur de Gaza et que ses soldats vont y détruire le Hamas. Merci Georges. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue dans une dizaine de minutes, nous reviendrons sur le retrait de la société BP du projet Yakar Teranga et plus globalement sur l'évolution des projets pétro-gaziers du Sénégal. Et ce sera avec nos deux intervenants du jour, Ibnou Sougoufara, économiste de l'énergie, et Eliman Khan, président de l'ONG Lex Africa. RFM Sport. L'actualité des sports avec vous, Malal Junior Gagne, bonjour. Bonjour Suleiman. Football pour commencer, ligue professionnelle, toujours pas de solution à la crise des académiciens. La crise des académiciens donc qui a donné lieu à ce bras de fer entre les autorités de la Ligue de football sénégalaise au niveau du du football professionnel et ces deux clubs qui appartiennent à Génération Foot et à Djambar qui refusent d'aller jouer à Thiès au stade Lat Dior puisque leur terrain n'est toujours pas homologué. Une situation qui crée des rencontres annulées ou des points perdus par l'une des deux équipes citées. Cette rencontre a permis donc d'échanger autour de la question, mais toujours pas de solution, nous dit Cheikh Tidiane Diagne. Selon une source fédérale, une réunion élargie, Ligue sénégalaise football professionnel et club ont permis d'aborder sereinement la problématique. Naturellement, Génération Foot et Djambar, les principaux concernés, y ont pris part. La Ligue sénégalaise de football professionnel, avec à sa tête le président du comité exécutif, a invité les deux équipes à surseoir à leur décision de boycotter le championnat après que leurs stades ont été retirés de la liste de ceux-là devant accueillir les rencontres car ne remplissant pas les critères. Aussi, la Ligue a demandé à Génération Foot et Djambar d'éviter de défier l'autorité. La même source d'informer que la Ligue est en pourparlers avec l'autorité fédérale pour trouver une solution définitive à cette difficulté majeure. Ayant bien entendu le discours de la Ligue, Djambar et Génération Foot ont décidé de rendre compte à leurs bases respectives avant de prendre une quelconque décision. Selon une note des autorités sportives, à l'ère du professionnalisme, tout club évoluant dans l'élite ne peut accueillir dans un cadre privé. Les stades communaux, départementaux, régionaux, fédéraux et ceux de l'État sont les seuls retenus pour abriter les compétitions de Ligue 1 et de Ligue 2. Le football au niveau national avec cette conférence de presse prévue vendredi pour Aliou Cissé, sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, qui va dévoiler la liste des joueurs retenus pour les dates FIFA du mois de novembre avec les éliminatoires de la Coupe du Monde qui démarrent déjà avec le 18 novembre le Sénégal qui va jouer contre l'équipe du Soudan du Sud et le 21 les Lions vont se déplacer à Lomé pour croiser l'équipe du Togo. Champions League, 4e journée, dernier match pour cette programmation avec ce soir le Real qui joue contre l'équipe de Braga. Arsenal joue contre Séville. Union Berlin se déplace à Naples. Le Bayern reçoit Galatasaray. L'équipe de FC Copenhague joue contre Manchester United. L'Inter de Milan joue contre Salzbourg. Basketball, les Lions du Sénégal ont un nouveau sélectionneur. Ça a été dévoilé ce matin après la conférence de presse du directeur technique national Raoul Toupane, qui a choisi Antonio Alberto, un technicien espagnol, pour donc diriger cette équipe nationale du Sénégal qui a échoué à la dernière Coupe d'Afrique de basket des femmes. La nouvelle est tombée donc ce matin avec cette conférence de presse. Nous allons écouter le reportage de Soletam là-dessus. Il est assez jeune, assez motivé et un vécu dans le milieu du basket. Il a été entraîneur titulaire et adjoint au Monténégro lors du dernier Eurobasket. Il a été entraîneur titulaire aussi en Inde. Il a eu aussi à être coach adjoint en Espagne en 2e division à Leb Oro. En Allemagne aussi à Dresde. En pro,
Il a aussi été assistant à Zunder Palancia, à Lucen Alicante et au CREF. Le choix se justifie de sa connaissance aussi du basketball africain. C'est le directeur technique Raoul Toupane que nous venons d'écouter présenter le nouvel homme fort du banc des Lions du Sénégal. Le reportage sur le Thiam, vous l'aurez dans les prochaines éditions. À noter que pour le staff technique des Lions du basket, il n'y a pas de changement. Merci, Malal Junior Gagne. RFL 94.0, la radio en puissance. La malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans, une problématique qui inquiète à Saint-Louis. L'ONG Action et Développement engage le terrain pour sensibiliser les familles sur l'importance et les bienfaits des produits locaux dans le processus de croissance de l'enfant. Ousseynou Diop. Dans la région de Saint-Louis, notamment dans les zones rurales, la malnutrition est très fréquente chez les enfants âgés de moins de 5 ans. Une situation qui peut être évitée avec la consommation des produits locaux, selon le médecin-chef du district sanitaire de Saint-Louis, Dr Fodi Damfara. Ça permet de lutter contre la malnutrition qui est très fréquente, surtout au niveau communautaire. Transformer ces produits de sorte que ce soit des aliments nutritifs. Cette journée de mobilisation tenue dans la commune de Fass avait pour but de sensibiliser les parents sur le choix qui doit être porté sur la nutrition des enfants. Mbarkandao, directrice des opérations à l'ONG Action et Développement. Nous avons remarqué une prolifération de certains aliments qui sont donnés aux enfants et qui sont défavorables par rapport à la santé de l'enfant. Ce que nous préconisons par rapport à cette conférence, c'est de revaloriser nos produits que nous avons. Dans ce combat contre la malnutrition, les Badjanogor ont un rôle très important à jouer. Seynabou Sarr est la présidente des Badjanogor de Fass Ngom. Nous effectuons souvent des visites à domicile. Nous préparons également des aliments nutritifs pour eux. Notre travail commence depuis la grossesse de la femme jusqu'à la naissance de l'enfant. Des séries de sensibilisation ont été organisées sur l'importance et la place des produits locaux dans la prise en charge de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans. Ousseynou Diop, Saint-Louis, RFM. Entre autres produits locaux, le bouilli, le niébé et le mil. RFM, la presse du jour. La presse du jour avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, l'adieu très personnel de Macky Sall à l'armée nationale parce qu'il s'est toujours targué d'avoir une relation particulière avec l'armée dont il dit qu'elle demeure l'épine dorsale de la République. Le chef de l'État a profité de la journée des forces armées tenue hier pour tresser ses lauriers. Professionnels, engagés, armés, vous avez toujours été au rendez-vous de la République, leur a-t-il lancé. Le journal Le Soleil constate que les hommages du chef de l'État, chef suprême des armées, avaient hier un goût particulier. Au-delà des gerbes de fleurs, du cérémonial qui accompagne l'événement, les festivités, c'était entre joie et mélancolie. Macky Sall, d'une voix solennelle, s'est adressé pour la dernière fois à l'armée. Il dit: j'ai partagé avec vous pendant plus d'une décennie ma vision et ma passion de servir notre pays et l'ambition de se doter d'un outil de défense performant à la hauteur des défis de l'heure. Je voudrais donc, en cet instant solennel, vous remercier et de poursuivre. L'année prochaine, mon successeur sera devant vous assumant les fonctions de chef de l'État, assurant ainsi la continuité de l'État, de la nation et de la République. En chef suprême des armées, en vertu de la Constitution, il vous commandera et vous lui obéirez. Restez fidèles donc à la tradition démocratique et républicaine de notre pays. Au milieu des tumultes, je suis confiant quand même que notre cher Sénégal continuera d'être un havre de paix et de stabilité, comme le dit notre hymne national, et de rappeler tout ce qu'il a fait pour l'armée pour que celle-ci soit à la hauteur de la tâche à lui confier. Fermeture de banc, repos. Macky a fini de présider sa dernière journée des armées. Le journal rappelle que de 2012 à 2023, le budget de la défense a augmenté de 250%. Enquête fait la même appréciation, relevant sur la base des propos du chef de l'État que les effectifs de l'armée ont augmenté de plus de 60%, offrant, je cite, un maillage complet du territoire national. Les FDS vont-elles réussir à poser ainsi un garrot sûr sur la saignée de l'immigration irrégulière? Équation à plusieurs inconnus, le phénomène prend en tout cas de l'ampleur au Sénégal et de l'entrain même. Macky compte désormais sur les forces de défense et de sécurité pour combattre le phénomène. Le quotidien parle de drames qui se nouent tous les jours dans le Grand Bleu, des vies chaque jour fauchées, un grand nombre de femmes et d'enfants parmi les victimes. L'État du Sénégal passe donc
à l'offensive, relève Vox Populi. Le ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, appelle les forces vives du pouvoir et de l'opposition à unir leurs forces pour combattre le phénomène. Il ne croyait pas apparemment si bien dire, car à Bargny, les jeunes là-bas ont fini de payer au prix fort le traversé emporté englouti presque tous par les vagues de l'Atlantique. Pendant ce temps, l'opposition, Ousmane Sonko du moins, continue de s'activer contre le pourvoi en cassation de l'État pour contester la décision du juge Sabassi Faye. Source indique que l'audience est prévue le 17 novembre prochain, mais les avocats de Sonko récusent le juge Ablaye Ndiaye. Le premier président de la Cour suprême va ainsi présider l'audience. Walfatri profite de ce combat que mène Sonko pour constater qu'il est seul dans la bataille et de s'inquiéter du mutisme de l'opposition. En tout cas, Ayib Daffé a rencontré hier le secrétaire général de la Sénat en attendant l'installation de la nouvelle équipe. Selon Vox Populi, le mandataire de Sonko a sollicité une audience avec le président nommé il y a quelques jours. L'Observateur, lui, se penche ce matin sur les fuites de documents constatés dans l'administration sénégalaise et dit que c'est devenu récurrent et le danger guette l'État du Sénégal. On termine par du sport en première page du journal Stade Quotidien. Ligue des champions, Arteta et Arsenal sous pression ce soir face à Séville. Le Bayern et le Real Madrid visent les huitièmes de finale. Harry Kane, Icardi, duel de buteurs à l'Alliance Arena. Bellingham incertain, Vinicius en patron, se demande encore le confrère. Dans le journal Sunu Lamb, défait par Modou Lo en 52 secondes seulement. Le titre de roi des arènes s'éloigne pour Ama Baldé. Le Pikinois rate ainsi l'occasion de rejoindre Balla Gaye 2. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h36, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Nous allons débattre des dernières évolutions dans le domaine de l'exploitation, de l'exploration, de la recherche, de l'exploration, du développement des projets gaziers, puisqu'on n'est pas encore à l'exploitation, et particulièrement du retrait de la société BP du projet Yakar Teranga, annoncé il y a quelques jours par les acteurs, notamment par Cosmos et par Petrosen. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Eliman Khan, président de l'ex-Africa. Eliman Khan, bonjour. Bonjour Soleiman. Nous serons rejoints certainement au cours de ces débats par Ibnou Sougoufara, économiste de l'énergie. Eliman Khan, quelle est votre réaction à cette dernière actualité au sujet de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières du Sénégal et le débat qu'il y a depuis hier entre spécialistes de la question sur le retrait de BP du projet Yakar Teranga? Bon, on n'est pas vraiment très surpris compte tenu de quelques informations dernièrement partagées sur l'engagement de BP au Sénégal. Et donc là, avec le communiqué de Cosmos et celui de Petrosen, nous avons un peu plus d'informations par rapport effectivement au départ annonce définitive de BP du projet Yakar Teranga. Et pour moi, en tout cas, nous qui considérons que l'État du Sénégal doit maximiser ses chances de profiter davantage de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières, nous pensons que c'est une bonne chose, dans la mesure où ça nous donne un peu plus de temps pour également la possibilité de renégocier les termes des contrats avec les partenaires du secteur privé et pour pouvoir essayer de maximiser les chances du Sénégal. Donc pour vous, c'est une opportunité? Pour moi, c'est une opportunité parce que moi, je ne suis pas du tout pressé pour qu'on entre dans l'économie du pétrole et du gaz parce que nous savons que nous ne sommes pas prêts sur plusieurs aspects. Donc, c'est une opportunité de se donner beaucoup plus de temps pour se préparer. Alors, également, on peut considérer, parce que connaissant un peu les stratégies de BP et de Cosmos, que Cosmos est beaucoup plus, a beaucoup plus d'écoute par rapport aux intérêts du Sénégal et également beaucoup plus insistant sur des principes de transparence, d'inclusion que BP. Ça, personnellement, je l'ai constaté parce que j'ai eu à rencontrer les autorités des deux compagnies.
Et comme vous le voyez bien dans le communiqué de Cosmos, c'est en fait l'intérêt du Sénégal, la position du Sénégal par rapport au schéma d'exploitation et de commercialisation qui est mise en œuvre. Certainement, donc, des intérêts stratégiques. Est-ce que quelle compagnie a intérêt à ce que ce qui est produit en offshore puisse être exploité en onshore avec des investissements supplémentaires, des pipelines pour aller sur le continent qui amèneraient d'autres types de risques sur lesquels il faut aussi des études d'impact environnemental. Et donc, alors que le Sénégal a toujours insisté sur le projet Yakar Teranga pour développer sa stratégie gaz sous Pao et sa stratégie gaz sous industrie. Donc ça a du sens un peu. Et on peut se dire, même si malheureusement nos représentants ne nous disent pas tout, ils sont plutôt dans la théorie parce que l'essentiel de ce qui est annoncé n'est pas encore effectif, mais il aurait pu nous dire quel est le fond des désaccords avec BP et qu'est-ce qui fait que Cosmos soit le partenaire le plus accommodant par rapport aux intérêts du Sénégal. N'est-ce pas? Alors, nous avons été rejoints par Ibnou Sougoufara, économiste de l'énergie. Ibnou Sougoufara, bonjour. Bonjour. Alors, ce retrait de BP du projet Yakar Teranga, un signal positif ou un signal rouge, d'après vous? Oui. Comment l'interpréter? Bien sûr. Sur les contrats pétroliers, il y a beaucoup de nébuleuses. Avant que, par exemple, les choses sortent, des fois, c'est beaucoup de nébuleuses. Mais toujours est-il que si ça s'est passé comme ils ont dit, ce serait très bien. Dans la mesure où, là, je ne vois que la compagnie américaine qui rentre là-dedans. Et si c'est une compagnie américaine, nous tous les Sénégalais, et c'est ce qui les Sénégalais de l'extérieur peuvent voir exactement le contrat, exactement. Ils peuvent aller au niveau de la SEC. Si c'est une compagnie qui est listée en bourse, on peut savoir exactement les tenants et les aboutissants de ce contrat. Donc, si le deal est fait, c'est une bonne chose, puisque sur les soucis de transparence, que je trouve très, 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 très important pour ces cas de figure, je pense que c'est une très bonne chose. Okay. Quant à maintenant le secret qui est derrière, pourquoi BP se retire, d'après mes informations, BP a trouvé des gisements d'hydrogène vert au niveau de l'Égypte et tout ça, et a priorisé, par exemple, ces gisements-là par rapport au Sénégal. Et ça aussi, ça se fait en pétrole, parce que si on sait très bien, au début, notre pétrole, il y avait ConocoPhillips qui était là, et ConocoPhillips s'est retiré de Deepwater et est allé à Shallow Water pour faire ses investissements au niveau de l'Indonésie. Donc ça se fait souvent dans le pétrole. Donc je trouve que c'est quand même une bonne chose. N'est-ce pas? Oui. Eliman Khan, vous disiez tout à l'heure que pour vous, c'était peut-être un mal pour un bien parce que ça nous permettrait de revoir certaines choses. On annonce le premier gaz sur le site de Teranga Yakar dans 4 ans au minimum. Est-ce que le Sénégal n'est pas en train de prendre du retard, non seulement sur les projets, mais par rapport aux autres pays qui partagent le même bassin sédimentaire ou qui sont dans la même sous-région, le Ghana, la Côte d'Ivoire, qui commencent l'exploitation alors que le monde est en train de transiter vers des énergies un peu plus vertes? Est-ce que c'est pas une perte de temps qui peut être préjudiciable justement au Sénégal au plan économique et social? Bon, je ne pense pas, parce que on parle ici de ressources qui sont épuisables. Hein, que tu commences aujourd'hui, tu les épuises plus rapidement, tu commences demain, tu les épuises plus tard. Tout est dans la stratégie. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le Sénégal s'est engagé très tôt dans l'exploitation, alors qu'on n'a pas mis en place totalement tous les instruments qu'il nous fallait et les moyens techniques qu'il nous fallait pour maximiser les revenus du côté de l'État. Donc, c'est vrai, aujourd'hui, la tendance à la transition énergétique, et pour vous dire vrai, notre posture dans cela, c'est de davantage mieux investir sur les énergies renouvelables que d'essayer de continuer dans l'exploitation des énergies fossiles. Bon, ça, c'est un grand débat. Mais toujours est-il que, donc, aujourd'hui, également, les retards sont prévus. Si vous voyez, nous, nos premières productions dans le secteur, on avait prévu, on avait dit que les échéances qui sont données ne seront pas respectées pour plusieurs raisons, parce que ça fait juste presque loi dans le secteur. Voyez-vous, aussi bien les échéances, il y a des retards conséquents d'au moins 10 ans qui sont constatés généralement, mais également même dans le chiffrage
des estimations, on se rend compte que généralement ce qui est estimé au départ n'est pas atteint finalement. Donc je pense que ça fait partie des réalités du secteur qu'il faut intégrer. C'est pour cela que sur le plan politique, il faut être très prudent. Il faut y aller doucement pour ne pas mettre en avant plus les externalités négatives parce qu'on n'est pas bien préparé sur les externalités positives. Par exemple, les questions liées à l'environnement, il n'y a pas encore grand-chose qui est mis en place. S'il se passe quelque chose, parce que le risque zéro n'existe pas, quelle que soit la technologie qu'on utilise, mais il y a des risques d'externalités négatives sur l'environnement, sur les secteurs économiques autres comme la pêche, etc. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas se précipiter, il faut s'assurer dans une stratégie claire que nous sommes vraiment prêts à utiliser le maximum qu'on peut utiliser de l'exploitation des hydrocarbures et pour surtout que cela puisse alimenter également une stratégie beaucoup plus durable, à savoir le développement des énergies renouvelables au Sénégal. Merci beaucoup Elimane Kane, président de l'ex-Africa. Dernière question pour vous, Ibnou Sougoufara, économiste de l'énergie. Elimane Kane l'évoquait tout à l'heure, parfois il y a des désaccords sur les chiffres, sur les estimations. Il semblerait, selon certaines sources citées notamment par nos confrères de RFI ce matin, que ce soit l'une des pommes de discorde entre BP et les autres parties prenantes du projet, à savoir Petrosen et Cosmos. C'est le potentiel réel de ce projet Yakar Teranga, parce que dans le même temps, BP est bien ancré dans le projet GTA, où ça avance, et selon le rapport de Cosmos publié le 6 novembre dernier, l'opérateur, c'est-à-dire BP, a achevé le forage de 4 puits et la capacité est significativement plus élevée que ce qui est requis pour un premier gaz. Donc, en même temps, BP se retire de Yakar Teranga. BP continue quand même à être très très motivé pour le projet GTA. Est-ce que c'est un élément significatif? Est-ce que c'est un élément important? Est-ce qu'il faudrait peut-être voir aussi de ce côté-là si, par exemple, des capacités ou des estimations n'ont pas été surévaluées? Oui, merci, Suleiman. Ce que je pourrais dire, c'est que, vous parlez tout à l'heure des chiffres avec France Inter et tout ça. Moi, je reviens sur ça. Le fait que Cosmos est un bon candidat, le fait que c'est une compagnie américaine listée en bourse. Par exemple, moi, quand vous m'avez appelé pour m'interviewer, je suis allé sur les états financiers. J'ai pu être capable de sortir tous les états financiers de Cosmos. J'ai vu même que aujourd'hui, Wall Street l'a coté strong buy. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment l'information à l'intérieur de cette action-là est très bien. Donc, sur les chiffres, comme c'est Cosmos, c'est ouvert. Il est listé en bourse, la compagnie est listée en bourse. On peut aller au niveau de la SEC, Security Exchange Commission. On peut sortir le dossier de Cosmos. Tous les contrats qui vont signer sont sur ce qu'on appelle le Freedom of Information Act aux États-Unis. On peut ouvrir, on peut regarder tout. Donc, je favorise sur tous nos projets des compagnies américaines parce que c'est vraiment limpide, c'est clair et c'est parfait. Mais on peut vous dire que BP aussi est listé à la bourse et est tenu par les mêmes obligations de transparence. BP a produit à la fin du mois d'octobre ses états financiers également qui sont disponibles. Mais à la différence, c'est que aujourd'hui, si vous allez en bourse, BP c'est un major, c'est une grande compagnie. Le projet du Sénégal fait partie de ces projets d'accord, alors que Cosmos veut montrer quelque chose. C'est une compagnie de 1,5 milliard de dollars de market capitalization. C'est un junior dans le langage, effectivement, boursier. C'est un junior, c'est un intervenant. C'est un junior, c'est ça. OK. Donc, comme on dit en anglais, Cosmos a axe to grind. Il veut montrer quelque chose. Vous voyez? Donc, comme c'est une compagnie américaine qui est petite, listée en bourse, je trouve que c'est une très excellente chose de travailler avec eux. Plutôt qu'avec un major comme BP sur ce projet-là, en sachant que la collaboration entre les deux continue sur GTA, je le répète. Exactement. Le fait que maintenant BP s'est retiré ne veut pas dire que, par exemple, le projet n'est pas très viable et tout ça. C'est juste des priorités, tout simplement, et c'est un majeur. Mais le cas de Cosmos est extraordinaire, je trouve. Il faut juste
aller dans le cadre de la transparence, publier les chiffres qui existent. Et ceux qui veulent connaître des choses, nos journalistes, par exemple, rentrez dans les websites de SEC, de Wall Street et regardez ces compagnies. On le fait régulièrement, ne vous inquiétez pas, on a tous les documents, même s'ils sont en anglais, ce travail, il est fait. En tout cas, merci pour votre contribution, Ibn Sougoufara, économiste de l'énergie. Et merci encore, Eliman Khan, président de l'Ex-Africa. À 12h49, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. Awambaï, Barthélémy Ngom et Mama Stoukan à la coordination, à la mise en onde d'Abdoulaye Diop, Digital Maktar Samb. À la production, Alioune Ba. À 13h, vous avez rendez-vous avec Barthélémy Ngom pour le grand journal en Wolof. D'ici là,